Bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai donc la charge d'introduire la première session de ces rencontres dont les enjeux ont été rappelés par le ministre de la Recherche et la présidente de l'INCa. Les liens entre certains cancers et des substances ou des situations à risque présentes dans nos environnements font l'objet de nombreuses recherches. Certains de ces liens sont clairement avérés, d'autres en cours d'investigation et parfois sont plus pressentis que vérifiés scientifiquement. En effet, évaluer la cancérogénicité d'une substance présente dans notre environnement est une tâche délicate. Elle doit prendre en compte de multiples dimensions de l'exposition, exposition chronique, successive, ancienne, simultanée, massive ou au contraire mineure. Et une susceptibilité individuelle peut moduler les effets de l'environnement et donc le risque de cancer. La quantification des cancers liés à l'environnement est difficile et les fourchettes de chiffres annoncées traduisent les délimitations variables, plus ou moins restrictives selon les organismes et les publications, de la définition et des expositions retenues dans ce risque environnemental. Si la part attribuable aux facteurs environnementaux des causes de cancer se situe dans notre pays très en retrait par rapport aux principaux facteurs de risque sont le tabac, l'alcool et les facteurs nutritionnels, elle est souvent surestimée dans la population et il est parfois nécessaire de rappeler cette hiérarchisation. Cependant, si on sait qu'environ 10% des cancers sont héréditaires et que 40% des cas de cancer pourraient être évités en modifiant les comportements, l'étiologie de nombreux cancers est encore aujourd'hui mal connue. Les modifications de l'environnement pourraient être responsables de l'augmentation constatée de l'incidence de certains cancers. Ainsi, le lien entre l'environnement et le cancer est et reste aujourd'hui mal connu, insuffisamment étudié et difficilement quantifiable. Il doit faire l'objet d'un effort de recherche constant, portant à la fois sur la mesure de l'exposition des populations et sur la recherche de l'existence et la nature du lien causal. Le plan cancer 2014-2019 vise à soutenir une meilleure caractérisation des expositions environnementales en lien avec le cancer et vise aussi le renforcement de l'information du public. De nombreux travaux d'expertise et de recherche sont conduits dans ce cadre. Cette première session des rencontres intitulée « Cancer et environnement, comprendre pour agir » vise à faire un état des lieux à 3 niveaux. Tout d'abord, sur la complexité de l'identification de ces facteurs de risque liés à l'environnement. En effet, les expositions aux agents cancérigènes probables ou suspectés sur de longues périodes ou à des faibles doses sont extrêmement fréquentes et répondent à différentes vulnérabilités. Le professeur Robert Barouki, professeur de biochimie à l'Université Paris-Descartes et directeur de l'unité INSERM Toxicologie, Pharmacologie et Signalisation, reviendra sur les facteurs environnementaux de cancer et sur la notion d'exposome qui lui est chère. Ensuite, le professeur Marc Mortureux, directeur général de la prévention des risques au ministère de l'Écologie, présentera l'intervention et la mobilisation des pouvoirs publics à travers le plan national santé-environnement, à la lumière notamment de la question cancer. Et enfin, le professeur Gérard Lasfargue, directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et professeur à l'université Paris-Est Créteil, abordera les besoins et l'évolution nécessaire de la recherche en santé et en environnement. Je cède donc sans tarder la parole au professeur Robert Barouki. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est un très grand honneur pour moi de venir ici devant vous parler d'environnement et d'exposome. Merci aussi pour l'exposome, d'avoir été mis en tout premier dans cette journée et pour l'honneur que vous lui faites, d'ailleurs avec un accent circonflexe sur le haut, dans le point qu'il ne mérite malheureusement pas plus que le génome d'ailleurs. Bon. Donc je vais vous parler d'environnement, d'exposome et je vais pas mal discuter des problèmes, des incertitudes. Pourquoi on a tant de mal finalement à être sûr que tel ou tel effet lié à l'environnement est responsable de cancer. Mais il est bon peut-être de commencer par quelques définitions et la définition de l'environnement est assez importante. Il y a une première définition que certains connaissent, c'est tout ce qui n'est pas moi. Et donc pour certains, c'est peut-être déjà une raison suffisante pour ne pas trop s'y intéresser. Mais enfin, ce n'est pas la définition qu'on va retenir et il est important de distinguer deux types de définitions. Une définition extrêmement large, en gros tout ce qui n'est pas génétique,
c'est de l'environnement. Donc ça comprend l'alimentation, le comportement, mais aussi le tabagisme, mais aussi la pollution, bien entendu, et les comportements, etc. Donc ça, c'est la définition large. Et une définition plus restrictive, qui correspond peut-être plus à ce que beaucoup d'entre nous comprennent comme environnement, qui est en fait essentiellement ce qui est subi. Donc plutôt la pollution aérienne ou ce qui contamine les aliments, mais là aussi le tabagisme passif serait de l'environnement, mais pas le tabagisme actif qui serait de l'ordre du comportement, etc. Donc là, on a une définition plus restrictive. Les deux sont valables, hein, les deux me conviennent, à condition de dire exactement dès le départ ce dont on veut parler. Parce que finalement, c'est assez troublant pour nos concitoyens d'écouter un expert dire que 80-90% des cancers sont dus à l'environnement, et l'autre expert qui le suit dire que c'est à peu près 5 à 10%, et donc dans la même journée et parfois dans la même émission. Donc c'est simplement qu'ils sont souvent en train d'utiliser des définitions différentes. Et à nouveau, les deux sont valables, hein, il faut simplement dire ce dont on parle. Je vais replacer aussi cet exposé dans un contexte un tout petit peu plus large de la santé et dans un concept donc, que prône l'OMS d'ailleurs qui s'appelle One Health, c'est-à-dire que mettre la santé humaine dans un cadre plus global de la santé de l'environnement, de la santé des écosystèmes, des animaux, etc. Donc beaucoup de choses qui concernent donc, les écosystèmes et l'environnement dit au sens général finissent par concerner la santé humaine. Et ce que vous entendez tous les jours sur le dernier virus, le dernier moustique et tout ce qui se passe dans la nature vient renforcer un peu cette définition. Donc, voyons les choses de manière un tout petit peu large. Pour reprendre donc un schéma qui vient de vous être présenté, vous avez là un ordre un peu de la participation de différents facteurs de risque au cancer. Et vous voyez des cercles donc, de diamètre extrêmement différents avec le tabac, l'alcool et l'alimentation bien positionnés, mais toute une série d'autres facteurs dont certains relèvent de l'environnement. Par exemple, l'environnement professionnel, les UV, la pollution. Alors la pollution, là, on la voit, c'est un tout petit, presque un tout petit point. Mais là, j'ai parlé de facteurs de risque avérés des cancers. Et ce terme est important dans la discussion qui va suivre. Et je vais essayer de vous convaincre, en replaçant peut-être les choses d'une manière un peu plus générale, que parfois, il est difficile de mettre en évidence le rôle d'un facteur de risque dans le cancer. Ce n'est pas pour autant que ce facteur de risque est négligeable ou n'est pas important. C'est simplement que méthodologiquement, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en évidence. On va commencer par simplement de la biologie fondamentale. Il y a beaucoup de travaux sur les origines biologiques, les mécanismes biologiques des cancers. Et là, j'ai pris un schéma d'une revue extrêmement connue sur les derniers facteurs importants à l'origine des cancers. Et vous y voyez de l'inflammation, de l'immunité, de la stabilité, de l'instabilité génétique, et du métabolisme et de l'énergétique. Donc tous ces facteurs interviennent dans la biologie des cancers. Eh bien, les polluants atmosphériques ou les polluants, les contaminants de l'alimentation, sur lesquels il y a pas mal de travaux mécanistiques, on sait, les concernant, qu'ils vont modifier ces différents facteurs. Il y a toute une littérature actuellement sur polluants, contaminants et inflammation, ou déficit immunitaire, ou énergétique cellulaire. Donc sur le plan biologique, il y a une plausibilité de l'action des polluants de l'environnement sur le cancer. Mais par ailleurs, ce que ce schéma nous révèle aussi, c'est qu'ils ne sont pas seuls, les polluants, parce que l'inflammation, finalement, c'est aussi donc, entraîné par toute une série d'autres facteurs, des infections ou autres. D'où la nécessité non pas de se focaliser sur peut-être une seule cause, un seul facteur, mais de voir les choses, même sur le plan biologique, d'une manière beaucoup plus intégrée et beaucoup plus générale. Et c'est là qu'intervient la notion d'exposome qui a été proposée donc, par Chris Wilde, donc du Cirque à Lyon, il y a une dizaine d'années, en 2005. Et la raison pour laquelle Chris Wilde s'est senti impliqué dans cette question et a voulu donner cette définition, c'est que finalement, en ce qui concerne la génétique, les choses étaient plus ou moins claires, hein, les origines génétiques, on savait à peu près comment gérer ça. Mais pour tout ce qui n'était pas génétique, finalement, il y avait un foisonnement de facteurs, dont on a vu un certain nombre tout à l'heure, mais il n'y avait pas un concept unifié pour intégrer l'ensemble de ces facteurs. Et donc, il a proposé cette notion d'exposome, qui est la totalité des expositions qu'un individu peut subir sur la vie entière, parce qu'il y a à la fois
une dimension spatiale, tout ce qu'on subit en même temps, donc on peut fumer tout en étant contaminé par l'alimentation, tout en étant infecté, etc. Donc ça, c'est en même temps, mais il y a aussi une autre dimension qui est la dimension temporelle, c'est-à-dire tout ce qui peut être cumulé au cours du temps. Et on sait que ce qui nous a concernés il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans peut avoir des effets sur les pathologies que nous subissons actuellement, qu'elles soient cancéreuses ou pas d'ailleurs. Donc cette notion très large d'intégration de l'ensemble de ces expositions et d'essayer de voir comment ça peut être important pour expliquer un certain nombre de cancers. Et puis ensuite, il n'y a pas eu que Criswell, il y a eu d'autres intervenants qui chacun a pu rajouter sa propre musique donc à la notion d'exposome, avec à la fois la notion d'exposome interne, c'est-à-dire si on explore tout ce qui se passe dans le sang, on a une idée de cet ensemble d'expositions, ça c'est plutôt Rappaport, et puis Buck, Lewis et Miller ont eux rajouté cette notion de cumul et d'interaction entre les facteurs physiques de l'environnement, les polluants quels qu'ils soient, et des facteurs plus psychologiques ou des situations socio-économiques qui peuvent aussi avoir une influence et donc concerner la santé. Donc une vision encore plus large et qui rappelle cette définition de l'environnement, donc la première qui est très large dont je vous ai parlé. Et donc ces multi-expositions, vous voyez, il y a cette dimension temporelle qui est fondamentale et sur laquelle je vais revenir. Et puis, donc, un certain nombre d'auteurs, plus biologistes peut-être que les autres, essayent de détecter, à partir d'une analyse la plus complète possible, la plus omique possible, si je peux me permettre, du sang, donc soit le métabolome ou d'autres, le protéome et autres dans le sang, d'essayer d'explorer et de deviner à quoi un individu a pu être exposé. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, surtout quand on commence à parler de polluants, de contaminants, de plastifiants, de bisphénol A, de pesticides. On a quelques évidences, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et je vais discuter pendant 5 minutes de l'origine de cette incertitude d'un point de vue scientifique. D'abord, il y a la qualité et l'exploration de l'exposition elle-même. J'y reviendrai un peu plus en détail. Deuxièmement, il y a la notion de temps. Comme je l'ai dit, nous subissons des expositions et ce qui compte, c'est notre exposition vie entière. Et là aussi, je vais revenir avec un peu plus de détails. Mais en toxicologie en particulier, aujourd'hui, la notion de dose est fondamentale et a été un tout petit peu revue. Initialement, intuitivement, on a toujours pensé que finalement, plus il y avait de polluants et plus c'était grave. Donc, ce qui est intuitif pour la plupart d'entre nous. On sait actuellement, pour certains composés, notamment des perturbateurs endocriniens, que cette relation entre la dose et l'effet n'est plus aussi linéaire qu'on le croit et que parfois on peut observer des effets à des doses faibles ou modérées qu'on ne voit plus très bien à des doses plus fortes. Donc ça a été remis en cause récemment. Les modèles expérimentaux, comme dans tout système, peuvent poser des problèmes, de même que dans toute étude épidémiologique, le biais. Et enfin, et c'est très lié à cette problématique de l'exposome, il y a quelque chose qui nous est très difficile à évaluer, c'est le rôle des mélanges. Et j'y reviendrai, on n'est pas exposé à un seul composé. En même temps, comme je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et qui sont problématiques. Alors, comment explorer l'exposome, donc l'ensemble des expositions et ses conséquences? Il y a de nombreux projets, dont beaucoup de projets européens, sur le sujet. Il y a 3 ou 4 projets européens qui ciblent l'exposome et d'autres projets qui sont liés à l'exposome et qui essayent de suivre, donc souvent par des études épidémiologiques et parfois par des études beaucoup de modélisation, cette notion d'exposition. Il y a d'abord la problématique des enquêtes. On va faire des enquêtes, et puis que ce soit par exemple des enquêtes alimentaires, des enquêtes de vie, etc., ou des enquêtes d'exposition professionnelle, et on va à partir de là essayer de reconstituer ces expositions. Et là, vous pouvez immédiatement voir la difficulté qu'il peut y avoir parfois à mettre en évidence une exposition. Je vais prendre un exemple simple. On sait actuellement qu'une femme enceinte, tout ce qui peut concerner la grossesse, est très important pour la suite, pour le fœtus et pour la vie de l'enfant et de l'adulte qu'il va devenir.
Eh bien, si vous questionnez une femme 20 ans après sa grossesse, si elle a fumé pendant sa grossesse, elle peut vous répondre. Si elle a pris tel ou tel médicament, parfois elle peut répondre. Si vous lui dites « Est-ce que vous avez été exposé au bisphénol A ou à des pesticides ?», elle est évidemment incapable de répondre. Et vous n'avez que la possibilité d'essayer de reconstituer son alimentation ou ses expositions pour essayer de deviner peut-être si elle a été, oui ou non, exposée à tel ou tel composé. D'où la grande difficulté ensuite de mettre en évidence cette relation. Alors, quand on fait des enquêtes épidémiologiques, on a maintenant on peut suivre où les gens ont vécu, donc des systèmes d'information géographique peuvent nous renseigner, beaucoup de capteurs, des capteurs de particules, des capteurs de produits chimiques ou des capteurs de systèmes physiologiques. Et puis, on peut doser des choses biologiquement. Il y a toute une série de choses qu'on peut doser, mais c'est souvent au moment même et donc avec une difficulté de reconstituer le passé à partir de ce qu'on fait à un temps T. Donc voilà un certain nombre de choses qui fait que donc, il y a une certaine difficulté dans certains cas à reconstituer. Par ailleurs, si on s'intéresse maintenant à l'exposition chimique, il faut savoir que nous sommes exposés, en moyenne comme ça, à un taux relativement significatif à 100 000 molécules chimiques donc, qu'on connaît. D'ailleurs, c'est un peu ce qui a été enregistré dans le système européen REACH. Donc, évidemment, les études concernent souvent une, voire deux molécules ensemble. Il est extrêmement compliqué d'intégrer l'ensemble des molécules en même temps. Donc, mais il y a des approches, on peut y arriver, ça demandera beaucoup de recherche, mais là aussi, ça vous donne une idée de la difficulté d'intégrer l'ensemble de ces expositions chimiques, cette fois, en raison simplement du nombre de ces molécules. Le temps est fondamental. Donc là, j'ai repris quelques modèles qui peuvent expliquer l'effet d'un composé chimique au cours du temps. Par exemple, il y a un premier mode de toxicité qui est lié à la réitération, c'est-à-dire qu'on est exposé tous les jours à ce même composé pendant 20 ans ou 30 ans, typiquement le tabagisme. Mais aussi la pollution atmosphérique. Si vous vivez à Pékin ou je ne sais où, vous êtes bien obligé de respirer parfois, et donc c'est tous les jours de manière constante. Ça, c'est un moyen d'exposition et de contamination. Le deuxième, c'est la persistance de certains composés. J'y reviendrai. Et le troisième qui est fondamental, c'est la programmation, c'est-à-dire une exposition très courte à un composé, mais à une période très stratégique, très vulnérable, et qui va vous concerner ensuite au cours de la vie. Simplement, le problème de la persistance, et pour vous montrer que l'exposome, c'est parfois un peu plus compliqué. Si vous êtes exposé à certaines molécules, comme la dioxine, des PCB ou certains pesticides, de manière aiguë, prenons l'exemple de manière aiguë, en fait, ils vont rester dans votre organisme parce que ces molécules ont la propriété d'abord de ne pas être bien dégradées et deuxièmement d'aller se loger dans le tissu adipeux, dans nos masses grasses, et d'y être très très bien. Ils vont y rester 10 ans, 20 ans, c'est des périodes extrêmement longues. Donc on les stocke et d'ailleurs c'est un moyen d'une certaine manière de se protéger contre ces molécules. C'est plutôt favorable de les mettre là plutôt que de les mettre dans le cerveau ou dans les gonades. Mais ce qui se passe ensuite, c'est qu'à partir de ce tissu adipeux, ils vont être libérés progressivement dans la circulation. Et on va transformer une source externe d'exposition en une source interne, à bas bruit, mais très chronique. Et donc là, vous voyez que l'exposome, c'est parfois un exposome interne et pas uniquement quelque chose d'externe. Le deuxième point fondamental, c'est la programmation. C'est à certaines périodes de la vie, et c'est la gestation, la période fœtale, est un exemple typique de vulnérabilité. On va être exposé à certains produits avec des effets qui ne vont pas du tout se révéler tout de suite. Ce n'est pas de la tératogénèse, il n'y a pas de malformation nécessairement, on ne voit rien. Mais 10 ans, 20 ans plus tard dans la vie d'un individu, ça va se révéler d'une manière pathologique. Ça, c'est l'exemple typique, c'est le Distilbène. Vous connaissez tous le drame du Distilbène. C'est un médicament pris pendant la vie fœtale pour la personne cible, et puis des phénomènes pathologiques, notamment des cancers gynécologiques, qui vont apparaître beaucoup plus tard. Et ce modèle-là, ce schéma du Distilbène, on a commencé à le retrouver pour beaucoup d'autres perturbateurs endocriniens dans différentes études, à la fois expérimentales et épidémiologiques. Et donc, vous voyez à nouveau la difficulté de reconstituer le passé et de reconstituer des expositions pas nécessairement très fortes, mais qui tombent à une période particulièrement cible. Alors, comment expliquer tout ça? Donc, quelque chose qui affecte le fœtus, le programme génétique du fœtus, mais qui ne se révèle que beaucoup plus tard. Pour nous, dans le domaine, le mécanisme, disons, privilégié, c'est l'épigénétique, donc qui ne va pas modifier la séquence
de l'ADN, mais qui va modifier par plusieurs mécanismes l'expression de nos gènes et de manière durable, c'est-à-dire héritable d'une cellule à une autre, qui peut expliquer qu'une exposition ait pu avoir lieu pendant la période fœtale, alors que la traduction pathologique de cette exposition ne se révèle que beaucoup plus tard dans la vie. Donc ça, c'est un mécanisme sur lequel beaucoup de chercheurs travaillent actuellement. Donc, comme je vous l'ai dit, notamment en ce qui concerne un certain nombre de contaminants et de polluants, il y a pas mal de difficultés et donc d'incertitudes à mettre en évidence une relation sûre entre ces produits-là et un phénomène qui soit un phénomène cancéreux ou autre. Et donc, cette incertitude, il va falloir arriver à la gérer. Et c'est là qu'on a le principe de précaution, où on n'est pas dans une situation avec une relation certaine, donc on est dans la prévention dans ce cas-là, on est dans une relation avec pas mal, on pèse le pour et le contre, et on garde une certaine incertitude. Mais le principe de précaution n'est pas un principe qui n'est pas scientifique, au contraire, je dirais. Je pense que le principe de précaution doit être assis et conforté par beaucoup de science, en fait. Et cette science doit arriver à mieux mettre en évidence d'abord la robustesse, la pertinence, mieux mesurer la robustesse et la pertinence et l'exhaustivité des tests qu'on fait, de la concordance de ces tests, retrouver des effets à des doses relativement faibles, donc cohérentes avec l'exposition environnementale, essayer de retrouver une cohérence mécanistique, comme je vous l'ai montré au début, une plausibilité biologique des effets, et puis essayer d'avancer sur la problématique des mélanges et de faire des analogies entre différents composés qui ont des propriétés similaires. Par ailleurs, pour utiliser ce principe de précaution, il va falloir évaluer la gravité des conséquences attendues. Même si on a un doute, si les conséquences sont très très graves, on aura envie d'agir dans ces conditions-là. Et bien sûr, évaluer tout ça, et vous voyez comment ce n'est pas nécessairement évident de faire ces évaluations, avec des experts, mais évidemment pouvoir compter sur la crédibilité de l'expert, de l'expertise et sa transparence. Et donc on est, de mon point de vue, en plein dans de la science, et je pense que la science peut et doit contribuer à augmenter la sécurité des populations et des écosystèmes, et elle doit mieux caractériser les incertitudes, mieux les peser, mieux les quantifier si possible, et donc de fournir des bases scientifiques sur lesquelles le politique, finalement, va pouvoir utiliser le principe de précaution. Et dans ce cadre-là, je ne considère pas que la précaution soit opposée au progrès. Je dirais presque l'inverse. Si le progrès, c'est aussi le progrès sanitaire, le progrès social et le progrès de l'humanité, et pas uniquement le progrès technologique, la précaution peut être un atout lorsqu'elle est bien utilisée et lorsqu'elle est fondée sur des acquis scientifiques. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Robert Barocchi. Donc on passe tout de suite la parole au professeur Marc Mortureux et les questions seront groupées après les 3 interventions. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs. Merci du titre de professeur. En fait, je ne l'ai pas. Je ne suis qu'un simple ingénieur, mais je suis très honoré néanmoins. Voilà. J'ai grand plaisir à être là. Donc, en fait, j'avais été sollicité pour participer à ces rencontres il y a quelques mois, lorsque j'étais directeur général de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Mais j'ai changé de travail depuis. Mais je me suis quand même débrouillé pour rester sur des sujets qui concernent les rencontres d'aujourd'hui, puisque je suis aujourd'hui directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie. En prévention des risques, c'est tout ce qui est les risques technologiques, liés en particulier aux sites industriels, c'est tous les risques naturels qui sont liés aux inondations, aux séismes, etc. Et puis c'est, et de plus en plus, les risques qui sont liés à l'environnement qui nous entoure au sens large, comme Robert Barocchi l'a expliqué, donc tous les sujets de santé-environnement, c'est-à-dire l'impact de notre environnement sur la santé humaine. Et donc c'est avec grand plaisir que je suis là ce matin. C'est une promotion puisque j'aurais dû intervenir en 3e, j'interviens en 2e. Donc, je suis passé de la position de l'évaluateur de risque, celui qui justement recommande, documente pour les pouvoirs publics ces sujets très complexes en matière de santé-environnement, du côté maintenant du gestionnaire du risque,
à savoir comment interpréter et comment passer à l'action sur la base des recommandations qui nous sont adressées. Alors, premier élément que je voudrais indiquer, c'est que bon, moi, je me réjouis vraiment que ces rencontres commencent par une session justement sur ce thème cancer et environnement, parce que c'est indéniablement une préoccupation de la population d'une façon générale qui a tendance à monter. Ça a été expliqué par Agnès Buzyn tout à l'heure. Et je crois que très clairement, ce thème plus général de la santé-environnement nous concerne tous et que chacun perçoit de plus en plus que, d'une façon générale, je dirais le gaspillage des ressources de la planète, la dégradation de notre environnement par les pollutions multiples, le changement climatique, ont d'ores et déjà et vont avoir de plus en plus de conséquences concrètes sur notre santé et en particulier sur celle des générations futures. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de très très fortes attentes de la population sur ces sujets-là, dans un sujet qui est extrêmement complexe et à quel point l'expertise scientifique, les travaux scientifiques sont essentiels pour apporter un certain nombre de réponses et objectiver le plus possible ces sujets-là. Alors, l'Organisation mondiale de la santé tire d'ailleurs depuis plusieurs années la sonnette d'alarme sur l'accroissement assez considérable de ce qu'on appelle les maladies dites chroniques, dont l'augmentation de l'incidence de certains cancers, ce qui est effectivement devenu au plan international une préoccupation de santé publique majeure, et dont une part, et ça a déjà été dit, pas forcément facile à quantifier, mais une part grandissante serait liée aux expositions environnementales. Alors, je vais essayer d'avancer. Alors, le premier élément, ça a été fortement souligné par Robert Barouki déjà, c'est que bien que les données sanitaires soient suffisamment inquiétantes pour qu'il y ait une réelle prise de conscience citoyenne, politique, sur les risques en santé environnementale, il est encore difficile aujourd'hui d'établir un lien clair de cause à effet entre les pathologies constatées, notamment donc les cancers, et les multiples sources d'exposition à des contaminants chimiques. Et vous le voyez sur le transparent de façon assez simple. Bon, voilà, les agents cancérogènes sont multiples, ne sont pas tous identifiés. Robert Barouki citait le chiffre de l'ordre de 100 000 substances chimiques qui sont présentes en Europe et avec des évolutions un peu permanentes, des innovations qui peuvent aller tout à fait dans le bon sens, de substitution, mais aussi voilà, la difficulté de suffisamment documenter rapidement les effets potentiels de toutes ces substances. Les données quantitatives sur les cancers ne sont pas exhaustives, même s'il y a eu beaucoup de progrès. L'exposition à un agent cancérogène n'entraîne pas systématiquement un cancer et les effets de ces agents sont souvent synergiques. Donc ça a été aussi souligné. Grande complexité par le fait qu'on a beaucoup travaillé source de danger par source de danger, substance par substance, et qu'on voit bien aujourd'hui qu'il faut être capable de prendre en compte la complexité de toutes les interactions, les effets cocktails, comme on les appelle, et ça, c'est évidemment d'une très très grande complexité. Et puis, donc, ce décalage dans le temps entre la constatation d'une pathologie et l'origine éventuellement des expositions passées, évidemment, 10 ans, 15 ans plus tard, c'est difficile de reconstituer l'historique des expositions auxquelles l'individu a pu être soumis, et donc c'est parfois très difficile d'estimer ces expositions. Mais très clairement, l'incertitude ne doit pas conduire à l'inaction, et que pour pouvoir appréhender ce sujet très complexe, nous avons besoin d'une approche globale, d'une approche intégrative, comme ça a déjà été dit, tant sur le plan scientifique, de la communauté scientifique, en matière d'évaluation de risques, et dans ce cadre-là, l'agence l'ANSES a justement une approche extrêmement intégrative des risques, aussi bien les expositions qui viennent du travail qu'au travers de l'alimentation, qu'au travers de notre environnement de tous les jours. Mais c'est également important qu'au niveau des ministères, des gestionnaires du risque, nous ayons aussi une approche intégrative. Et donc c'est l'objet des plans nationaux santé-environnement successifs qui, entre guillemets, interfèrent avec plusieurs politiques publiques existantes ayant pour objet la réduction des facteurs de risque environnementaux. Et vous voyez ce graphique qui peut faire un peu peur, vous le voyez de loin, vous ne voyez pas tout, mais c'est vrai qu'il y a toute une série de plans qui correspondent à des axes de politique publique
Et j'ai placé le plan national santé-environnement à l'interface de nombreux plans, comme les plans qui concernent les émissions de polluants dans l'air, le plan PREPA, ou dans l'eau. Il y a bien sûr les milieux, qualité de l'air, qualité de l'eau, le plan micropolluant, la gestion des sols pollués, l'exposition au bruit, au radon, mais également avec des approches qui portent sur d'autres facteurs tels que les pathologies, et bien évidemment au premier rang duquel le plan cancer, bien évidemment, mais aussi une approche par le milieu professionnel, le travail, le plan santé-travail, ou encore, plus récemment, a été pris en compte aussi le facteur lié à l'alimentation, avec le programme national Nutrition Santé. Alors concrètement, aujourd'hui, on en est donc au 3e plan, PNSE 3. Peut-être rapidement, le premier plan, le PNSE 1, avait été rédigé par des experts et s'était concentré pour l'essentiel sur un certain nombre d'actions en cours, à la fois sur l'état des connaissances et sur la réduction des émissions et des expositions. Et puis il y a eu un changement assez important avec le PNSE 2. Il a été assez différent parce que pour la première fois, il y a eu tout un travail d'ouverture avec l'ensemble des parties prenantes pour sa rédaction, pour son élaboration, les priorisations et la mise en place d'actions, je dirais, plus innovantes qui, notamment, ont été inspirées par tous les débats qu'il y a eu dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Alors, parmi les points saillants de ce PNSE 2, il y a eu, par exemple, mis en exergue les études de biosurveillance qui permettent une vision intégrée des expositions, l'analyse, effectivement, de la contamination au sein de l'organisme, du corps humain, donc avec notamment le ministère de l'Écologie qui cofinance 2 grandes enquêtes, Esteban, études de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition, et le volet périnatal de l'étude ELF, avec là des enjeux qui sont assez importants parce qu'on va mesurer de plus en plus facilement des quantités de contaminants qu'on est susceptible de retrouver dans le corps humain, en des quantités heureusement en général faibles, mais on a des capacités analytiques maintenant pour détecter à des niveaux extrêmement faibles toute une série de contaminants. Et le grand enjeu va être d'être capable d'interpréter ces résultats. Est-ce grave, docteur, lorsque on trouve à des niveaux de picogrammes, de microgrammes et tel ou tel type de contaminant? Et là, il y a un énorme enjeu à être en capacité non seulement de collecter des données, mais d'être capable de les interpréter. Deuxième élément un peu nouveau dans le PNSE 2, qui était donc toute une série d'actions liées aux risques émergents. Alors, en particulier, quels sont les effets des ondes électromagnétiques, des ondes radiofréquences, avec évidemment le développement de toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes baignés aujourd'hui dans des champs d'ondes à la maison, dans notre environnement. Quels sont les effets potentiels? Là aussi, beaucoup de questionnements, d'incertitudes, de préoccupations de la part des populations. Donc là, un travail de concertation, un travail scientifique aussi qui a été mené pour essayer de davantage documenter d'éventuels effets. Et puis, il y a le domaine également des effets potentiels des nanoparticules, des nanomatériaux, qui offrent des perspectives extraordinaires en matière d'innovation, mais qui posent aussi un certain nombre de questions sur les effets sanitaires, avec, au niveau du ministère de l'écologie, donc la volonté de davantage de transparence, de se tracer davantage là où nous retrouvons des nanomatériaux, avec la base de données obligatoire de déclaration des nanos, qui s'appelle R-Nano. Et puis, dans les risques émergents aussi, toute la question des résidus de médicaments dans l'eau et de ses effets potentiels. Et puis, un axe également sur les inégalités environnementales, avec en particulier la volonté de bien identifier ce qu'on appelle un peu les points noirs environnementaux, là où il y a une certaine concentration d'éléments, de sources de danger qui peuvent apporter une préoccupation particulière, justement, dans les expositions des populations qui sont concernées. Alors, le 3e plan national santé-environnement, qui a été adopté l'année dernière, donc va à la fois poursuivre les actions engagées, et puis va en initier un certain nombre d'autres. En particulier, il y a tout un volet un peu d'ouverture à des réflexions sur les liens entre santé et biodiversité. Alors, ces grands plans, donc on peut s'interroger à quoi ça sert, il y en a beaucoup. Bon, concrètement, l'idée c'est que face à des sujets très complexes qui touchent à beaucoup de choses,
C'est concrètement de mettre en place une approche d'abord interministérielle et puis je dirais un peu une logique de gestion de projet. C'est-à-dire c'est un plan avec un certain nombre d'actions qui sont très clairement identifiées, avec des échéanciers, avec des acteurs qui sont responsables de mener ces actions, avec des instances qui ont été mises en place pour assurer la concertation, le reporting sur les travaux qui sont menés. Donc voilà, une logique de gestion de projet. Alors, un point d'avancement sera fait d'ailleurs après une année de ce nouveau plan santé-environnement très prochainement dans le cadre du groupe santé-environnement qui est présidé par le député Gérard Bapt et qui sera organisé très, très prochainement, sachant que ces sujets de santé-environnement ont fait l'objet de beaucoup de débats dans le cadre des conférences environnementales qui ont été organisées ces dernières années par la ministre de l'écologie. Alors, juste pour finir, 2-3 sujets sur lesquels il y a des actions assez concrètes et des sujets de préoccupation. Bon, le sujet des produits phytosanitaires, des pesticides, c'est un vrai sujet. L'association entre pesticides et risques de cancer est une question complexe, compte tenu de la multiplicité des produits utilisés. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 400 substances actives qui sont autorisées aujourd'hui au niveau européen et qui ensuite, en termes de produits commerciaux, sont combinés avec toute une série de coformulants, donc une quantité considérable de combinaisons possibles de substances chimiques. Complexité aussi liée à l'évolution dans le temps de ces produits et de la difficulté à caractériser des niveaux d'exposition passés, quelquefois très anciens, des types de cultures sur lesquels ils n'ont pu être utilisés, de l'environnement professionnel et domestique. Alors on a un cas en ce moment assez symbolique qui illustre un peu la complexité des sujets, le glyphosate, qui est une substance active qui est extrêmement utilisée comme désherbant, qui est de très loin la première substance utilisée, c'est le produit, le fameux Roundup, pour lequel on est confronté, là, cette fois, un peu en tant que gestionnaire du risque, entre des expertises qui donnent des résultats différents entre le CIRC, une émanation de l'Organisation mondiale de la santé au plan international, qui a classé cette substance active comme cancérigène probable, et puis tout un travail de réévaluation dans le cadre réglementaire européen de cette même substance et qui conclut le contraire. Et donc, nous avons notre agence, l'ANSES, à qui nous demandons, bien entendu, de nous dire ce qu'il en est. Et ça illustre un petit peu la difficulté et la complexité pour le gestionnaire du risque face à ces incertitudes. Quelles sont les mesures à prendre au regard de l'état des connaissances? La loi de transition énergétique qui a été adoptée à l'été 2015 donc, a permis d'interdire définitivement l'épandage aérien des produits phytosanitaires, l'interdiction de l'épandage terrestre à proximité des lieux accueillant des publics sensibles. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu une affaire en Gironde d'un épandage de produits à proximité immédiate d'une école qui a conduit à toute une série d'intoxications. C'est clair qu'il n'est pas acceptable d'avoir ce type de situation. Et puis, il y a eu tout un travail aussi dans le cadre de cette loi pour aller vers une interdiction rapide de l'utilisation des produits phytosanitaires les plus dangereux pour les collectivités locales et d'aller de plus en plus vers ce qu'on appelle des produits de biocontrôle qui présentent moins de risques mais qui doivent se développer pour offrir des alternatives aux produits chimiques les plus dangereux. De la même façon, la vente en libre service des produits phytosanitaires pour le grand public a été, par cette loi de transition énergétique, interdite à partir du 1er janvier 2016. Donc ça, c'est le libre service. On peut être encore commercialisé, mais avec un conseil, une obligation de conseil. Et il y aura une interdiction totale de vente en 2019, encore une fois en dehors des produits de biocontrôle, avec vraiment la volonté d'imposer progressivement tout ce travail d'innovation pour être capable de substituer les produits les plus dangereux par des produits nouveaux qui présentent des caractéristiques beaucoup moins dangereuses, avec évidemment à concilier avec l'objet même de ces produits qui visent des pesticides à malgré tout éliminer un certain nombre d'espèces vivantes. Donc c'est évidemment un compromis qui est complexe. Mais c'est des sujets sur lesquels je peux vous assurer que la ministre de l'écologie est extrêmement déterminée à avancer parce qu'on a vraiment des informations sur le plan scientifique de risques avérés dans un certain nombre de situations. Alors, je voudrais également, disons, citer les actions concernant les perturbateurs endocriniens. La France est très clairement à l'offensive sur ce sujet, au plan européen, au plan international. Il y a une stratégie nationale qui a été mise en place concernant les perturbateurs endocriniens, qui a été adoptée en avril 2014. Il y a toute une action, Robert Barouki l'a évoqué, donc, qui a été lancée sur le bisphénol A, sur la base des expertises qui ont été réalisées.
Et très clairement, en 2016, la France continuera une action extrêmement volontariste, en particulier au niveau européen, pour que le dossier avance au niveau de l'Europe. Nous attendons la définition claire de critères sur ce que sont les perturbateurs endocriniens pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de dispositions réglementaires qui ont été prévues, d'éviction du marché des perturbateurs endocriniens. Là, il y a des enjeux de santé publique importants et c'est nécessaire d'être volontariste sur ce sujet, mais vraiment en s'appuyant le plus possible sur l'état des connaissances scientifiques. Et puis de façon plus générale, sur l'ensemble des substances chimiques, la réglementation REACH, avec un certain nombre d'initiatives que nous prenons pour accélérer un certain nombre de processus qui permettent de restreindre l'usage d'un certain nombre de substances, de les interdire le cas échéant, et également d'avoir des actions les plus volontaristes possibles pour encourager les acteurs économiques à la substitution. Voilà, je voudrais juste finir cette rapide présentation. Je n'ai pas voulu lister toutes les actions prévues dans le PNSE, il y en a beaucoup, mais je peux vous assurer qu'il y a une vraie dynamique qui a été engagée et qui se poursuit. Je voudrais juste souligner à quel point le travail de la communauté scientifique sur ces sujets est absolument essentiel. On a besoin de ces connaissances, on a besoin de réduire les incertitudes qui sont réelles. C'est difficile d'avancer concrètement dans des actions concrètes face à ces incertitudes, tout simplement parce que toute mesure prise va bousculer beaucoup d'intérêts économiques. Et donc, comme ça a été souligné, c'est important de s'appuyer sur l'état des connaissances scientifiques en réduisant le plus possible les incertitudes pour appliquer, je dirais de façon pertinente, le principe de précaution, savoir utiliser les incertitudes pour voir comment prendre un certain nombre de mesures, mais qui soient proportionnées et qui soient potentiellement temporaires dans l'attente de davantage d'informations, de connaissances, parce qu'il faut savoir aussi que si prendre un certain nombre de mesures à court terme peut contrecarrer certains intérêts économiques, le coût de l'inaction est également très cher. Il y a eu un certain nombre d'estimations qui ont été faites, par exemple, sur le coût de la pollution de l'air, les effets sanitaires de la pollution de l'air. Il y a aussi une grande étude qui chiffre en dizaines ou centaines de milliards d'euros aussi le coût, justement, potentiel un peu de l'ensemble des perturbateurs endocriniens. Là aussi, des estimations avec un certain nombre d'incertitudes, mais malgré tout, ça illustre le fait que l'inaction n'est pas non plus une solution. Et je voudrais vraiment insister et vous remercier pour la mobilisation de la communauté scientifique sur ces sujets-là. On a besoin de vous pour avancer, mais aussi, et je finirai là-dessus, la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. C'est essentiel. Je crois qu'on est face à des sujets où il y a réellement une très forte attente des populations. Et donc, c'est ensemble que nous avancerons efficacement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marc Mortureux. Donc on a vu le rôle important de l'agence ANSES dans à la fois l'identification de ces facteurs, mais surtout sur les pistes de recherche pour mieux comprendre et pour faire évoluer cette recherche sur les différents facteurs environnementaux. Donc la parole est au professeur Gérard Lasfargue. Merci. Je suis également très honoré d'avoir été invité à vous parler des évolutions de la recherche en santé et environnement, qui est un point effectivement important aujourd'hui parce qu'on est vraiment à un tournant de la recherche, des questions à la recherche et d'un certain nombre de défis à relever en la matière. C'est ce que je voudrais vous illustrer dans mon propos. Alors, les enjeux aujourd'hui concernent en fait tout le champ d'amélioration des connaissances, c'est-à-dire pas seulement la recherche, mais aussi les processus d'expertise qui vont aider derrière les décideurs à prendre un certain nombre d'options de gestion des risques liés donc à l'environnement, des risques sanitaires liés à l'environnement. Voilà, ceci dans un contexte, ça a été déjà rappelé par les deux orateurs précédents, souvent d'incertitudes fortes et de complexité. Complexité, pourquoi? Parce que, par rapport aux risques environnementaux, nous sommes exposés de multiples façons. D'abord en tant que consommateurs, par exemple, dans notre alimentation, en tant que citoyens dans notre environnement général, et puis en tant que travailleurs, éventuellement dans le cadre des expositions en milieu de travail.
Deuxième point important, si on veut prioriser la prévention et la précaution dans un contexte d'incertitude, il importe évidemment de cibler sur les populations prioritaires. Donc j'y reviendrai, on a parlé des femmes enceintes, des enfants, mais il y a d'autres populations vulnérables suivant les risques environnementaux auxquels on va s'attacher. Troisième point sur lequel je vais revenir, c'est la complexité aujourd'hui des expositions environnementales. Là, je parle des environnements subis. On n'est plus dans la même configuration qu'on pouvait l'être il y a 15, 20 ou 30 ans, avec des polluants peut-être en plus petit nombre apparaissant et avec des forts niveaux d'exposition. Aujourd'hui, on est plutôt dans des ordres de niveaux d'exposition qui sont beaucoup plus faibles, mais avec des mélanges de polluants qui vont donc rendre complexe l'évaluation des risques liés à ces polluants. Et donc la nécessité d'une approche intégrative, systémique, et la notion d'exposome telle que l'a développée Robert Barouki est évidemment essentielle. Et puis, quatrième enjeu, c'est de faire travailler ensemble un certain nombre de disciplines, parce que si on veut avoir derrière non seulement comprendre la problématique des expositions et des risques environnementaux qui en découlent, mais aussi être utile pour la décision, évidemment, il faut pouvoir intégrer un certain nombre de données qui ne viennent pas forcément d'ailleurs que des sciences dites dures, mais aussi des sciences humaines et sociales. Alors, la problématique des expositions, donc je ne reviendrai pas sur la notion d'exposome, mais elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, on a donc deux façons d'aborder les expositions environnementales, soit en prenant agent par agent, et c'est ce qui est demandé aujourd'hui dans les évaluations réglementaires, par exemple au niveau européen, que ce soit dans la réglementation REACH sur les agents chimiques, que ce soit dans la réglementation sur les produits phytopharmaceutiques ou sur les substances biocides. Voilà, une approche agent par agent. Et donc, il faut pouvoir fournir des données sur les expositions principales, les voies d'exposition principales. Par exemple, est-ce que la voie d'exposition principale à telle ou telle substance chimique est la voie alimentaire, ou est la voie cutanée, c'est le cas par exemple pour un certain nombre de produits pesticides, etc. Les différents milieux contaminants les plus significatifs, comment les polluants sont transférés du sol, de l'eau, de l'air, donc dans les organismes. Et donc, il y a des données métrologiques à acquérir, et là, on a besoin, évidemment, des connaissances scientifiques, de la recherche, pour pouvoir avoir ces données et derrière évaluer les risques. Pour une agence de sécurité sanitaire, c'est très important en conséquence. Une illustration de la complexité avec le bisphénol A, par exemple, vous voyez, rien que pour un agent perturbateur endocrinien de ce type, le schéma conceptuel d'exposition, voilà. Et qu'est-ce qu'on sait à l'intérieur de tout ça? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des multiples voies d'exposition, mais que probablement la voie alimentaire est prédominante aujourd'hui via notamment les contenants alimentaires. On a parlé des biberons, mais c'est aussi tous les canettes, par exemple, de soda ou les boîtes de conserve. Et puis quelques expositions particulières, par exemple via l'air et la voie cutanée pour les papiers thermiques, par exemple pour les caissières en milieu professionnel. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'on a comme données d'exposition, données métrologiques objectives, on s'aperçoit qu'en fait on en a très très peu. Et donc il faut à la fois pouvoir recueillir des données sur tous les usages, des données sur les voies d'exposition, sur les voies prédominantes, et puis derrière des données biologiques, c'est-à-dire les niveaux dans le sang, par exemple, ou dans les urines, du bisphénol A ou de ses métabolites, pour pouvoir avoir une idée, d'abord de comprendre les mécanismes d'action, et puis du risque et du niveau de risque et de ses incertitudes. Donc, la deuxième approche qui est développée en recherche aujourd'hui est tout à fait cohérente, c'est l'approche de type exposome, comme il a été dit par Robert tout à l'heure, avec beaucoup de recherches aujourd'hui qui s'attachent à essayer de trouver des capteurs d'exposition externes, intégratifs des expositions, par exemple des badges portables
pour pouvoir avoir un certain nombre d'expositions à des agents chimiques et pouvoir les mesurer, et puis les mettre en relation avec des biomarqueurs internes d'exposition. Et là, quand on regarde aujourd'hui l'état où on en est, il y a très très peu de biomarqueurs d'exposition interne, donc par exemple des dosages dans le sang ou dans les urines ou d'autres milieux biologiques, qui sont validés aujourd'hui par rapport donc à l'ensemble des expositions que l'on subit aux agents chimiques. Donc il y a un enjeu très fort, évidemment, de développer cette approche de métrologie des expositions à la fois externes et internes. Et puis, ça a été dit aussi, la problématique, c'est qu'on n'est pas exposé de façon ponctuelle, mais souvent en vie entière, et qu'il y a des périodes critiques d'exposition. On a parlé de la période périnatale, la période de la conception, mais il y a aussi d'autres périodes voilà, qui peuvent être sensibles, donc en matière d'exposition à des agents cancérogènes par exemple. Et puis il y a les différents lieux d'exposition, donc il faut considérer la temporalité, la spatialité et pouvoir donc construire des méthodologies d'études, en particulier dans les études épidémiologiques, qui puissent permettre d'aborder ces deux notions. Voilà, donc pour illustrer ça, donc, la temporalité, on sait que des expositions à des perturbateurs endocriniens, par exemple, pendant la grossesse ou chez les jeunes enfants, peuvent se traduire ultérieurement par des risques de cancer, même s'il y a des niveaux, concernant le niveau de preuve sur la causalité, on est encore dans des marges d'incertitude fortes pour la plupart des agents. Voire des effets sur la descendance, hein, on a vu l'exemple du distilbène, mais on pourra certainement en prendre d'autres dans l'avenir. Et puis, donc, l'exposition dans les différents lieux de vie, je vous ai là mis des exemples, des images qui illustrent à la fois l'exposition à la pollution dans le milieu intérieur, voilà, dans les milieux de vie intérieurs, que ce soit dans les enceintes ferroviaires souterraines, que ce soit à domicile ou que ce soit sur le lieu de travail. Voilà, et donc il faut arriver à appréhender tout ça de façon cumulative. Deuxième point, les recherches sur les mécanismes. Comment sont liées les expositions aux facteurs environnementaux et les risques de pathologies qui peuvent en découler, notamment de cancer. Là aussi, il faut adapter les outils en matière, par exemple, de tests toxicologiques pour être capable d'appréhender des effets de très faible dose. On a vu que pour les perturbateurs endocriniens, par exemple, un certain nombre d'entre eux, les relations dose-effet ne sont pas monotones, c'est-à-dire que les expositions et les effets qui en découlent sont visibles à faible dose ou très faible dose et disparaissent à plus forte dose. Donc il faut adapter les outils à ces problématiques et adapter aussi les outils aux problématiques des mélanges, puisque aujourd'hui, les expositions aux substances chimiques, c'est des mélanges complexes donc, il est possible d'avoir des actions interactives qui soient simplement des additions d'effets, mais aussi parfois des synergies, des potentialisations ou voire des effets antagonistes. L'utilisation des omics est en train de se développer de façon très très importante. Donc les omics, c'est la génomique, mais c'est aussi l'épigénomique. C'est important en matière, vous l'avez vu, de risque environnemental. C'est la transcriptomique, etc. Et donc toutes ces nouvelles méthodes donc, vont permettre de voir les effets biologiques. Je parle d'effets biologiques, hein, volontairement, pas d'effets sanitaires nécessairement. Les effets biologiques, les voies de signalisation au niveau cellulaire, les perturbations métaboliques, par exemple, qui peuvent découler d'un certain nombre d'expositions à des agents. Après, tout l'enjeu va être de relier ces effets biologiques qui peuvent être vus avec une grande sensibilité, une grande finesse par ces méthodes, et des effets sanitaires, voilà, en reliant ça à des biomarqueurs d'effets sanitaires plus tardifs, mais qui soient suffisamment précoces si on veut anticiper les risques futurs par la précaution ou la prévention. La modélisation donc, va être importante et les outils prévisionnels, développer des outils prévisionnels voilà, dans le cadre de la précaution pour pouvoir anticiper et aider la décision derrière.
Et la gestion de grandes bases de données, hein, des big data, va être aussi un enjeu important, donc pouvoir avoir des méthodes de fouille de données qui soient adaptées. Alors, un exemple ici d'outil prévisionnel, vous voyez, c'est l'approche cartographique chémo-informatique du CIRC, donc du Centre national de recherche contre le cancer. Vous allez voir ici tout un ensemble de pesticides qui sont donc présents sur cette carte, et on regarde les parentés structurales chimiques entre ces différents pesticides, et on peut voir ainsi que, par exemple, proche de pesticides avérés qui sont sur le plan cancérogène, qui sont en rouge, on peut avoir des parentés structurales d'autres pesticides qui peuvent nous faire suspecter éventuellement des risques de génotoxicité ou de cancérogénèse de ces pesticides qu'il faudra donc aller rechercher derrière. Donc voilà une approche prévisionnelle qui est intéressante parce que ça permet d'anticiper et ça aide aussi les organismes comme les agences de sécurité sanitaire dans leur possibilité de ne pas autoriser ou d'autoriser un certain nombre de substances. Amélioration donc des méthodes de vigilance et de surveillance, c'est un enjeu aussi important de la recherche. Comme je vous ai dit, on va avoir des grandes bases de données et il va falloir donc en tirer des informations pertinentes. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les tendances évolutives évidemment des cancers, mais aussi les tendances évolutives des facteurs environnementaux suspectés de ces cancers. Aujourd'hui, c'est intéressant par exemple de regarder comment évolue l'incidence des tumeurs cérébrales, des gliomes du cerveau par exemple, et comment par rapport à l'évolution donc des expositions aux radiofréquences, à la téléphonie mobile, et pour voir si effectivement des liens qui auraient pu être suspectés par rapport à ça se retrouvent finalement confirmés ou pas. Mais c'est aussi intéressant de suivre évidemment les tendances évolutives par rapport à des facteurs de risque environnementaux avérés et pour vérifier que l'intervention sur ces facteurs environnementaux, par exemple sur de la pollution atmosphérique ou sur des facteurs de risque de ce type, puisse permettre aussi de réduire donc les fréquences, les incidences des pathologies, notamment des cancers qui peuvent en résulter. Enjeu important, c'est la mise en relation des bases de données. Aujourd'hui, on a des grandes bases de données sur les expositions qui sont en train de se constituer, sur les mécanismes d'action donc d'un certain nombre de facteurs de risque environnementaux. Et derrière, on a des bases de données de l'assurance maladie sur un certain nombre de pathologies. Et donc, faire parler ces bases ensemble, pouvoir construire des études qui puissent nous dire finalement si un certain nombre de pathologies pourraient être liées de façon claire ou non à un certain nombre de facteurs de risque environnementaux, c'est évidemment important. Et puis, tout ce qui est méthode de fouille de données et d'émergence statistique dans ces bases de données est aussi intéressante. Un exemple ici, dans la base de données du Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles, où on enregistre des cas de pathologie qui peuvent être imputés à des expositions professionnelles, mais de façon simplement possible, pas nécessairement de façon avérée. Et vous voyez ici toute la cartographie des lymphomes malins non-hodgkiniens, donc une hémopathie maligne, où on voit apparaître donc en lien avec cette pathologie des expositions classiques connues, comme les expositions au benzène ou à des solvants aromatiques, mais des choses qui étaient moins connues et sur lesquelles il est nécessaire de travailler pour confirmer ou pas les liens entre ces facteurs environnementaux et ces pathologies, comme par exemple ici le carré sur les pesticides que vous voyez avec les herbicides, fongicides ou insecticides. Donc c'est des méthodes qui permettent derrière de pouvoir déclencher d'autres recherches, d'autres études pour pouvoir travailler sur ces suspicions de liens entre des facteurs environnementaux et des pathologies qui peuvent en résulter. L'apport des sciences humaines et sociales, je vais y passer rapidement, mais c'est extrêmement important. C'est à la fois parce qu'on l'a dit, les facteurs environnementaux, c'est aussi lié, l'environnement subi, à nos comportements, à nos modes de vie. L'étude de perception des risques environnementaux, des représentations des différents acteurs est importante parce que derrière, si on veut évaluer les risques, eh bien, il faut répondre aux préoccupations, aux questions que se pose la société, bien évidemment. Et donc, c'est important d'étudier les positions des différents acteurs et les représentations des différentes parties prenantes.
Les déterminants socio-économiques des risques liés à l'environnement, c'est très important. Je vous parlais tout à l'heure de populations vulnérables ou sensibles comme les femmes enceintes ou les enfants, mais on sait très bien qu'il y a de la vulnérabilité sociale ou socio-professionnelle et que les gens qui sont le plus exposés, par exemple en milieu de travail, aux risques professionnels sont aussi ceux qui souvent sont le plus exposés aux facteurs de risque environnementaux général, par exemple à la pollution de l'air. Les approches des sciences humaines et sociales permettent aussi de travailler sur les mécanismes de visibilité ou d'invisibilité d'un certain nombre de risques et de voir comment les dynamiques collectives donc, évoluent, les positionnements des acteurs évoluent, ce que les anglo-saxons appellent la regulatory science. Ça c'est important derrière en matière donc d'évaluation et de gestion des risques sanitaires environnementaux. Et puis tout ce qui concerne les risques émergents sur voilà, comment la connaissance aide à la gestion des risques derrière, comment on peut aider à évaluer le niveau de précaution et donc de gestion, les options de gestion de risque qui peuvent découler de cette précaution. Je vous ai dit donc l'évolution de la recherche, c'est aussi derrière l'évolution de l'expertise qui est liée. La recherche est très utile à l'expertise puisqu'elle fournit des données, vous l'avez bien vu, aussi bien sur les expositions, les mécanismes, les effets, à l'évaluation des risques, à la gestion de ces risques derrière. Et puis, c'est important, en matière de cancer-environnement notamment, de pouvoir faire des points réguliers compte tenu de ces évolutions voilà, et de tout ce que peuvent apporter aujourd'hui les nouvelles données scientifiques. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, les agences de sécurité sanitaire et les grands organismes de recherche ou internationaux, donc je vous ai cité ici l'INCa, l'ANSES, l'Institut de veille sanitaire, l'INSERM, le CIRC, mais il y en a d'autres, sont utiles et la coopération de ces organismes est importante pour pouvoir produire des données qui soient utiles derrière. Hein, il faut que la science elle soit utile, on l'a déjà dit. Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, voilà, la saisine... l'ANSES a été saisi par l'INCa et par sa présidente pour, avec l'INSERM, donc réactualiser donc, l'expertise qui avait été faite sur cancer-environnement en 2007, et donc on va s'attacher à retravailler sur ce sujet. Voilà, mais donner les expertises collectives qui ont pu avoir lieu ces dernières années, notamment dans le cadre de l'INSERM, sur les pesticides, sur les perturbateurs endocriniens, sont évidemment très utiles derrière pour évaluer et gérer les risques. Et puis, utilité pour l'évaluation réglementaire. Aujourd'hui, on voit que dans la complexité, notamment du risque chimique, il y a nécessité de faire évoluer les méthodologies d'évaluation réglementaire, notamment sur les risques émergents, le perturbateur endocrinien, nanomatériaux, et donc de pouvoir recueillir des données qui soient utiles aussi pour les dossiers réglementaires et aussi pour la substitution des substances qui sont les plus à risque, puisque quand on regarde malheureusement, les données qu'on peut avoir dans les bases chimiques, par exemple de REACH, les données sur les substituts, les données de toxicologie sont très rares. Et on manque beaucoup d'informations et donc ça, c'est un vrai problème parce que substituer une substance dangereuse ou potentiellement dangereuse par une substance dont on ne connaît pas les dangers, c'est évidemment ennuyeux. Dernier type de recherche qui est important à faire évoluer, sur lequel il y a des défis, c'est la recherche interventionnelle. En France, sur tout ce qui est évaluation des actions de prévention, que ce soit en environnement général, en milieu professionnel par exemple, ou l'évaluation des politiques publiques, la recherche est quand même pas très poussée par rapport aux pays anglo-saxons par exemple, et c'est extrêmement important en matière de santé-environnement, de santé-travail, de pouvoir évaluer les actions de prévention, le coût de la prévention, le coût de la non-prévention, comme le rappelait Marc Mortureux précédemment. Et puis, derrière, c'est utile aussi d'évaluer les options de gestion de risque qui peuvent être prises, d'évaluer les risques de ces différentes options. Ça peut être aujourd'hui, dans le cadre des contextes de précaution et d'incertitude, justement des voies qui sont intéressantes et utiles pour les décisionnaires de pouvoir évaluer ces options de gestion de risque. Voilà, si je choisis telle option pour gérer ce risque incertain, voilà, qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça va éviter sur le plan sanitaire par rapport à telle autre option. Et puis derrière, il y a aussi l'évaluation de toutes les politiques publiques, de programmes d'action en entreprise, au niveau territorial, au niveau national.
Voilà ce que je voulais vous dire sur les évolutions nécessaires de la recherche. Et là, je rejoindrai tout à fait les intervenants précédents pour vous dire que dans le contexte d'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant, je pense, en recherche, en santé environnementale d'une façon générale, sur la problématique cancer-environnement également de façon plus particulière, et qu'il est important que la recherche, mais aussi tous les processus d'amélioration des connaissances, l'expertise, fournissent aujourd'hui des données qui soient utiles non seulement pour comprendre les liens entre environnement et santé, mais aussi pour anticiper, éviter, prévenir les risques qui peuvent en découler. Merci de votre attention.